et c'est pas une histoire vraie, c'est un mélange de plusieurs histoires vraies. Mais par contre, tout ce que tu vois sur Escobar à l'écran, c'est vrai. Les dinosaures dans la maison, c'est vrai. Enfin voilà, il s'est ultra documenté, mais je vais le dire vulgairement, mais je vais le dire, mais c'est pas chiant comme un biopic en fait. Voilà. Non, mais ça fonctionne hyper bien, mais c'est vrai que c'est presque déstabilisant en fait au début. Parce ça. que, quelque part, on attend inévitablement qu'à un moment donné, il y ait le récit du trafic de drogue ou de l'ascension, etc. Après, c'est vrai qu'on est en 91 et pas dans les années 80. Et pour le coup, c'est vrai que ça fonctionne. Parce qu'au bout d'un moment, au bout d'un moment, on est vraiment. On trouve sympa, quoi. On le voit jouer avec ses enfants et presque. Il y a cette deuxième partie du film qui est pour le coup beaucoup plus violente, qui est quasiment une chasse à l'homme, etc. Où là, on reprend conscience de la réalité de la personne, de sa folie et de son jusqu'au boutiste. La scène de la maison de poupées, j'ai rencontré un agent FBI à Los Angeles, il m'a donné tous des enregistrements de la vraie voix de Pablo, et dans un enregistrement, il y avait Pablo qui parlait avec sa femme au téléphone, et dit « Oui, alors, c'est fait pour dimanche, ma mère elle vient à l'hacienda, elle va faire des croquetas. Alors, il faut que bientôt, comme ça, le temps de les préparer, parce que la dernière fois, elle ne pas. Et tout d'un coup, il parle des croquetas, et on entend derrière ah. Et lui, il se retourne, et il dit Cállalo. Et après, l'homme arrête de crier, il retourne au téléphone, et continue à parler de sa femme. Et sa femme dit qu'est-ce qui se passe là? Non, non, t'inquiète pas, c'était un fou. Et continue à parler de la croquetas. Dans le sens qu'il était quelqu'un qui était capable de parler avec sa famille et pendant derrière et torturer les gens. Et moi j'ai trouvé ça, c'est horrible, mais dans le point de vue narratif, c'était pas Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il était capable de tout gérer en même temps. Et moi je voulais mettre mon personnage dans une situation, comment tu fais à dire à quelqu'un qui doit mourir pendant que tu es avec ta fille, à dire une histoire, tu dois dire, en communication, tu dois dire tout de suite. Et c'était même ça son mode operandi, il disait à les gens, tu dois mourir. Et souvent les gens acceptaient. On n'a pas voulu ça. Après, on n'a pas voulu, effectivement, on n'a pas respecté les codes, on va dire, d'un film de cette ampleur-là en France, c'est-à-dire que c'est pas Taken, il meurt à la fin, notre protagoniste. C'est quelque chose de bête, mais il y a plein de choses où la violence, comment on traite la violence, la violence c'est jamais en direct. La violence c'est quelque chose qu'on voit les gens tirer et on voit après les corps allongés par terre. Le seul moment qu'on voit la violence, quand le protagoniste c'est le tir sur Drago. C'est les gens, les protagonistes qui c'est innocent. Mais on ne voulait pas faire un produit, pour dire juste clairement, moi ce qui m'a, là je l'interromps, mais c'est son film, quand je l'interromps, c'est j'en suis extrêmement fier parce que je pense qu'aujourd'hui, avoir fait exister ce film-là, après en dehors même de, j'espère que ça vous a plu, mais la démarche de faire exister ce film-là, lui c'est un scénario que beaucoup de gens ont voulu lui racheter en lui disant t'as trouvé quelque chose, une clé. C'est un vrai film d'auteur, c'est-à-dire au sens où c'est son film. Benicio, il est venu parce qu'il a dit, il a lu le scénario, ça lui a plu, il a dit je veux rencontrer Andrea. Et après une session de lecture très longue, il a dit je vais le faire. On a revu après, ils se sont échangés beaucoup, il a pris ses 30 kilos. Il s'est dit souvent qu'il ne s'est pas trop forcé pour prendre les 30 kilos. Mais il y avait, je pense, un enthousiasme au fait de faire, entre guillemets, ça semble prétentieux, mais un vrai film. C'est-à-dire que quand je dis les codes de l'efficacité aujourd'hui, nous on voulait faire abstraction du fait qu'on était en train de faire je voulais pas faire un film de genre. Ça m'intéressait pas non pas que j'aime pas les films de genre, j'aime beaucoup, et puis je peux aller voir les films popcorn et adorer. Mais pour moi, le point d'entrée du film, il est pas les enfants de 15, enfin les ados de 15 ans, il n'est pas les adultes de 45, il est a priori à peu près tout le monde. Quand toute proportion gardée, hein, franchement, je veux pas faire d'association directe, mais quand le producteur du Parrain voyait les rushs du Parrain pour la première fois, il disait c'est quoi ce film où ils n'arrêtent pas de manger de la pâte, ils passent leur temps à bouffer, ils tuent personne. Voilà, la construction de l'intérêt autour du personnage, du danger autour du personnage, du risque, c'est vrai que la violence, elle est très souvent là, la pression, mais elle est peu souvent à l'écran. On a essayé d'éviter la facilité. C'est-à-dire que, même dans la structure, la structure en soi, c'était un pari. C'est-à-dire que, est-ce que les spectateurs, les 3 premières minutes, ils sont d'accord pour donner un peu de crédit,
Mais T'as intérêt à bien les servir après quand même. Hein. il y a plein de règles qui font que normalement, quand on fait un film de cette taille-là, bah, il meurt pas à la fin. On a une chronologie pour pas être trop perdu, etc., etc. Moi, je pense que si on avait fait ça à l'arrivée, on aurait eu de l'eau tiède. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui, au début, disaient ah, tous ceux qui ont vu la série Entourage, Vincent Chase, Vincent Chase, Vincent Chase. On voulait vraiment éviter d'avoir quelque chose qui, in fine, donne l'impression d'être un super produit avec en guest star Pablo Escobar. En soi, le film il est censé marcher en dehors du fait qu'il a de l'aura, il est censé marcher même si on ne sait pas qui était Pablo et qu'on a le même degré d'information que Nick. C'est-à-dire que quelqu'un voilà, qui apprécie le film, pas parce qu'il est venu voir un film sur la drogue. Et inversement, je pense que quelqu'un qui est venu peut-être le voir pour d'autres raisons, pensant voir un film qui est un biopic, va pas sortir déçu. Parce qu'il y a un vrai film, quoi, une vraie histoire. Mais bon, je suis un peu de parti pris, mais non, pas moi. Je suis hyper objectif. Monsieur qui attend depuis tout à l'heure, il a une question à poser, il trépignait, le pauvre. Là, bon, je suis un petit peu à chaud, donc c'était pour savoir, est-ce que le sous-thème en fait du film ne serait pas un petit peu la prison, par exemple au niveau du montage? Il y a la première histoire qui entre par le premier montage, la deuxième par le deuxième, et le personnage de Nick qui est emprisonné par sa vie et ses choix, que ce soit envers son frère, sa compagne, et puis l'engagement qu'il a pris par rapport à Escobar. À la fin, il est un petit peu libéré, tandis que Escobar, il a cette épée de Damoclès, comme quoi il va être emprisonné, donc toute sa folie apparaît, tout ça. Donc c'était pour savoir si vraiment la prison était un choix voulu ou bien c'était juste ça comme ça de manière volontaire. Non, la prison, c'est un février de Pablo Escobar qui allait en prison et s'est construit une prison pour lui-même. Il a fait un deal avec les gouvernements et s'est donné une prison lui-même, mais c'est en fait la fin de son pouvoir parce que la prison après l'a mené à sa descente. Mais c'est vrai que quand il allait en prison, il a eu ce moment qu'il savait que tout le monde, parce qu'il était en guerre avec les Américains, les Colombiens, entraînés par les Américains. Il avait 3 avions sous Medellín qu'il essayait de prendre sa voie pour le retracer. Il était contre les cartels de Cali, contre los Pepes qui s'étaient en armée, des gens qui se battaient, des parents tués par Pablo Escobar, los Pepes. Il était entouré. Et alors c'était son meilleur moyen de s'échapper, c'est d'aller en prison. Et ce moment-là, quand il allait en prison, il a caché tout son argent. Il savait qu'il allait être pris par tout cet ennemi. Et c'est là qu'il a eu cette énorme... Il a fait pour tout un année avant d'aller en prison, il a caché tous ces... Mais ouais, je pense que le problème, monsieur, c'était la thématique. Aussi de dire, tu avais le mythe d'Icare en tête, beaucoup. De quoi? Le mythe d'Icaro. Ah oui. Peut-être en référence, c'est que vouloir se libérer de son destin, vouloir se libérer de... Même le chemin de Nick, c'est-à-dire qu'il commence le film, il est là à la recherche d'un absolu en Colombie. Il y avait la thématique voilà, effectivement du choix moral et un moyen d'être emprisonné par ses choix et emprisonné par son destin. C'est-à-dire que quand le personnage réalise enfin ce qu'il est arrivé, ce qui était un grand débat, et j'espère qu'en termes de construction du scénario, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour croire qu'encore une fois, il soit aveuglé à ce point-là et par Escobar et par l'amour pour se rendre compte, entre guillemets, aussi tard de... Je pense que c'est toute une des raisons qui fait d'ailleurs qu'on ne pouvait pas avoir plus du côté maléfique d'Escobar trop tôt, parce que sinon on aurait un problème d'avance sur le personnage. Mais oui, il y a à explorer ça, ces choix-là, qui fait quand on n'a plus de choix, justement. Donc Escobar, il est confronté à son propre destin. Et il y avait dans des versions, non pas antérieures de scénario, mais il y avait le mythe d'Ozymandias. Il y a beaucoup de choses qui sont venues nourrir les backstories des personnages et leur trajectoire, qui sont de l'ordre du destin. Donc je ne sais pas si ça fait écho avec votre question sur la prison, mais en tout cas le destin est des grosses thématiques. Voilà, la fatalité, le destin, une des grosses thématiques. Et quand il parle de tragédie grecque, par écho, ça fait, je pense, réponse à votre question sur les différents niveaux d'emprisonnement que les personnages peuvent avoir. Je ne sais pas si je répondais à côté ou pas. Est-ce qu'on a d'autres questions, s'il vous plaît?
Alors, c'est des questions que les fans ont posées sur la page Facebook. Vous avez déjà un peu répondu, mais alors j'ai encore 2 questions si ça vous va. La première, c'est est-ce qu'il y a des films de gangsters qui vous ont inspiré pour Paradise Lost? Oui, il y a. Moi, je trouvais toujours fascinant que Les Parrains, c'est considéré un film sur la mafia, quand c'est vraiment une histoire de famille et surtout. Et cette narration entre les côtés un peu mélo des rapports de famille, d'un père qui part avec son fils, sur qu'est-ce que c'est, la bonne chose à faire, tu vois ta femme, tu vois tes enfants, des questions totalement universelles. Et après, des gens que le public aime beaucoup sont aussi des tueurs, mais tout le monde s'en fout de ça. Le personnage de Vito Corleone, c'est considéré le grand-père pour beaucoup de gens, c'est vraiment le grand-père idéal. Après, j'ai toujours aimé certains films, certains réalisateurs que j'ai beaucoup aimé. Moi, c'est un film que L'Ange ivre de Kurosawa, que j'avais toujours aimé le personnage du protagoniste, tout le cinéma italien. Même Scorsese, Coppola, mais c'est toute une inspiration. Mais c'est un film. Moi, j'avais des inspirations pas particulièrement dans des films de crime. Mais les films de cinéma en général que j'aime, c'est du cinéma qui s'est tourné dehors, sous un ciel plutôt qu'à l'intérieur. J'aime bien les cinémas japonais, Kurosawa, dans la nature. J'interromps le dernier film, on a eu des problèmes en 35 parce qu'on a tourné le film en 35. Ouais. Et on tournait donc au Panama et on devait donc renvoyer la pellicule. Et la pellicule, à l'époque, il n'y avait pas de vol direct. Maintenant, il y a des vols directs. Mais il n'y avait pas de vol direct Panama-Paris, donc ça passait par Amsterdam. Donc à un moment, les douaniers, ils voient une caisse, 2 caisses, 3 caisses arriver, ils disent c'est quoi cette histoire? Et ils ouvrent, c'est vrai, hein, ils ont ouvert la pellicule, mais ils n'ont pas respecté la procédure. Normalement, ça doit s'ouvrir dans une chambre noire, etc. et palper, etc. Ils n'ont pas du tout fait comme ça, ils ont ouvert, ils ont voilé une bobine entière de pellicule. Heureusement, on est tombé sur des choses qui n'étaient pas vitales, même si on a dû refaire un petit peu de choses. Mais oui, dans les choix de références de cinéma, après là, je passe de moi ma lecture, parce que on n'était pas à proprement parler dans un film sur la mafia, effectivement criminelle, mais on avait moi j'avais les films qui m'ont marqué, y compris les films dont on va parler, ça n'a rien à voir avec Scarface, de la musique, mais il y a toujours un personnage avec lequel on peut être, même les horreurs en empathie. C'est-à-dire qu'on parle de Scarface, c'est l'histoire absolue de la corruption, même s'il sort de prison. Il arrive, il est d'une certaine façon, il a envie d'une nouvelle vie pure, et puis le destin le rattrape, et on a ce moment où il est dans la voiture, il a le choix, il veut pas les tuer, la femme et les enfants, c'est sa limite. Il dépasse la limite, là le personnage il est déjà mort. Une fois qu'il a dépassé sa limite de compas interne moral, il n'y a plus vraiment d'intérêt à vivre même. Et ça, le Parrain, je pense qu'on avait aussi cette forme-là. C'est Michael Corleone, et au début il est officier, il a choisi de vivre en dehors de ce destin-là, il a un choix de pureté. Et pour des raisons d'amour, c'est parce qu'il aime son père qu'il rejoint la mafia. Il n'a pas du tout prévu de le faire et on veut le tuer son père, etc. Donc les ressorts humains qu'on explorait, je trouve, dans le film, ils sont intéressants parce qu'ils dépassent justement le cadre de juste le film criminel type. Et même un chose qui n'a rien à voir, mais un film comme Gomorrah, c'est intéressant parce que on démystifie justement les caricatures de la mafia et les caricatures du chef tout-puissant et de l'alpha mâle ou l'alpha méchant, quoi. Et en même temps, on avait envie d'avoir j'ai l'impression d'avoir accompagné Andrea dans une aventure qui faisait qu'on avait aussi envie de faire un film le plus divertissant possible. C'est-à-dire, tout en disant on ne fait pas de compromis sur tes références de cinéma, en disant on doit jamais être chiant. Tu prends l'exemple, mais on n'avait vraiment pas envie d'être chiant. Mais ça ne veut pas dire mettre la musique la plus bourrine possible dessus. C'est-à-dire qu'il a fait faire à Max Richter, j'ai jamais vu autant de maquettes de ça de ma vie, tellement il avait une idée
précise de ce qu'il voulait, mais avec le souci du spectateur de A à Z. Donc je pense qu'on peut mélanger des références. Tu m'avais pas dit Kurosawa, peut-être que j'aurais pas fait le film. Mais parce que ça peut faire flipper, mine de rien. Ça peut faire un peu chiant ouais, sur les parents. Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est un choix aujourd'hui de faire du cinéma sans répondre à ce qui semble être les canons objectifs du sujet qu'on va gérer. En même temps, c'est la question la plus dure parce que quand on me dit ouais, c'est quoi les films références, si tu joues le petit bras, on dit ouais, le mec il avait zéro ambition. Et si tu joues les trucs que t'aimes vraiment, on dit putain, ça raconte un peu. Non, on a comme film concurrent, je veux dire, c'est intéressant. Quand on regarde ce que Nolan fait au cinéma, il n'a pas peur d'être très très ambitieux sur ces thématiques tout en se disant je vais divertir le spectateur de A à Z. Il se trouve qu'ils sortent le même jour que nous, ça sera très difficile de se dire quel film je vais aller voir mercredi. Non mais je vous dis ça, il y a plein de gens aujourd'hui qui font du cinéma en se disant on n'a pas à choisir entre le grand divertissement et le fait de faire un film dont on est fier à l'arrivée. C'est plus difficile de s'en affranchir quand c'est son premier film et a fortiori quand on est sur un sujet de cette nature-là. Les Sopranos, ça n'a jamais été... Les Sopranos, c'est fantastique. Parce que c'est vraiment... Mais David Chase, les Sopranos, c'est un exemple typique. Si on veut regarder aujourd'hui dans les grandes œuvres cinématographiques, les Sopranos, The Wire, c'est à contre-pied total de ce qu'on peut attendre d'une série. Les Sopranos, quand on a comme héros justement l'homme de famille, il y a des choses fantastiques là-dedans. Je ne sais pas si ça lui a servi d'inspiration, mais pour moi, c'était intéressant de voir que justement il n'y a pas besoin d'empiler les scènes de fusillade. Dans les Sopranos, somme toute, il y a assez peu de violence explicite. Après, derrière, ce qui est intéressant, c'est le contraste entre qui il était et l'ensemble. Donc là, à titre personnel, ce que la télé américaine et ce que HBO et Showtime font, c'est fantastique. La fin des Sopranos est très positive par rapport à votre fin. Est-ce que... Moi, après, peut-être que vous avez compris qu'il est encore en vie. Moi, je suis pas sûr s'il est encore en vie. J'ai toujours un doute. Il y a un gros débat sur la fin. Est-ce qu'il est mort et c'est le paradis, justement Le vôtre? Non, dans les Sopranos. Le nôtre, c'est assez clair. Ah ouais? Ah, il y a toujours un débat. Moi, j'attends la réponse définitive, mais est-ce qu'il est en vie ou pas en vie, c'est... Pour moi, c'était ok. Je crois que David Chase récemment a dit oui, il est en vie parce qu'il en avait marre qu'on lui pose la question, mais mais oui, c'était, je pense pas une référence pour Andrea, mais c'est une référence de ce qui peut être fait aujourd'hui au cinéma pour dépasser, au cinéma ou à la télévision, en entertainment, pour avoir quelque chose qui, même rythmiquement parlant, dépasse les codes de ce qui semble être l'efficacité immédiate. Je pense que voilà, mais bon, c'était aussi sa vision de A à Z, c'est-à-dire qu'il a porté le film pendant 5 ans, ça fait 5 ans et demi maintenant. Oui. C'est une vision de quelqu'un qui a avant tout une histoire en tête, et je pense que la facilité, encore une fois, ça aurait été de se dire on va faire ce que tout le monde attend d'Escobar, amener un peu de richesse, mais ce que tout le monde attend d'Escobar, mais je pense que fatalement tout le monde aurait été déçu. Le Rise and Fall de Pablo Escobar, je ne sais pas aujourd'hui quel est le film, c'est un produit peut-être, mais je ne sais pas si c'est un film. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? Parce que ça fait un petit moment qu'on vous garde avec nous, donc il commence à faire chaud, tout le monde le sent un peu qu'il fait chaud. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Andrea et Dimitri? Tu avais une autre question peut-être? Oui, qui Rapidement. s'adresse aussi à vous deux, du coup je pense, c'est est-ce que vous avez une scène préférée dans le film? Dans les questions pièges, son fils, dans la famille question piège, la fille. Non, je dois dire que je suis fasciné. Ça me touche beaucoup quand je vois mes acteurs qui expriment quelque chose, que ça dépasse, ça devient. Mais la scène de la chambre de lit, là, Benicio, il a trouvé des mouvements avec les pieds, quand il s'est fait stretching avec du pied, que moi, chaque fois que je regarde, je pense bravo, ragazzo. Moi, les scènes préférées, j'en ai 3, facile, voire 4, voire 5. Quand il est dans la maison de poupée et qu'il lui dit je suis en train de te répondre, et qu'il cite le livre de la jungle, elle est tellement surréaliste cette scène que j'aime beaucoup la toute fin. L'ensemble, après c'est compliqué de choisir. Quand je dis qu'on n'a plus de parti pris, c'est qu'on a tourné 14 semaines en disant voilà, on va essayer de faire vraiment le meilleur film possible. On a monté très longtemps aussi, avec comme souci voilà, de faire le moins de compromis possible, voire pas de compromis du tout, mais des choix, des vrais choix de A à Z. Voilà,
la scène d'ouverture où il est juste en train de se malaxer le ventre, si tu veux, et on ne sait pas vraiment ce qu'on regarde. C'est une sorte de monstre taureau. Je peux la regarder en boucle, si tu veux. Ça fait partie des films où, je ne devrais pas dire ça devant le metteur en scène, mais je peux le regarder en kit avec le même plaisir que de le regarder de A à Z. Il y a beaucoup de scènes où je me dis, effectivement, quand toi tu parles du pied, mais quand il prend juste le stylo, qui était une inspiration de Benicio, il fait... Tu sais qu'il a tué 2 personnes juste en regardant l'écrivant sur sa main. J'adore aussi, ça c'est complètement fou. On a eu, je sais pas si c'était le cas ce soir, on a eu des moments où les gens ont ri aussi. C'est-à-dire que quand il arrive et qu'il arrive avec la caméra pour les filmer, quand on a ce type-là d'engagement et de réaction, je pense que c'est parce que on est vraiment dedans. Moi, voilà, je trouve le petit Martin fantastique, qui s'est cassé l'épaule durant le tournage, à la fin du tournage. Après, au-delà même de la... Maintenant, j'ai l'impression que si tu veux, dans le film, il existe, encore une fois, très modestement, par la façon dont il a fait, la sincérité avec laquelle il a été fait, le fait que quand je dis il dépassera le produit, dans 10 ou 20 ans, si tu veux, tu ne diras pas il est daté. En dehors de est-ce qu'il sera encore là, est-ce que... Moi j'espère qu'il sera encore là, moi c'est mon sentiment, en tout cas moi je le ressortirai, je le regarderai, mais il y a des vrais choix de cinéma qui n'étaient pas forcément de faire un film comme si on avait tourné dans les années 80, mais que ce soit voilà, des vrais choix de cinéma pour être relativement intemporel, le choix du format, le 35, les références cinématographiques. Même il y a une chose à dire, moi j'étais acteur, avec les rêves d'être réalisateur, j'étais quelqu'un qui allait au cinéma 4 fois par semaine avec tous les typologies de films, surtout les films depuis que j'habite à Paris. Vous avez des cinémas magnifiques ici, on va voir les vieux films. Mais c'est facile de parler des problèmes du cinéma contemporain, mais moi, mon histoire de comment ce film s'est démarré, c'est une belle histoire du cinéma parce que je vous garantis que seulement en France, aujourd'hui, c'est possible d'être un premier réalisateur et faire un film avec ce budget-là, avec cette liberté que j'ai eue, avec un producteur que je devais tourner 57 jours plus 5 équipes réduites. On a eu 3 semaines de pluie et a financé 64 jours. Dans le sens que c'est bien de parler quand il y a des problèmes dans le cinéma, mais ça c'est l'opposé. Ça c'est une belle histoire de cinéma. Il y a encore espoir comme moi, que je suis sûr qu'il y a plein de beaux... Moi j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'il y a plein de jeunes scénaristes et réalisateurs qui ont écrit des scénarios magnifiques et ils ne trouvent pas la production pour les suivre. Et je trouve que cette histoire, ça peut donner beaucoup de confiance à beaucoup de jeunes réalisateurs. C'est pas mal pour finir ça, non? Qu'est-ce que t'en dis? C'est un film 100% français, hein. C'est un cas, je pense qu'il faut... C'est eu les courages de Jérôme Seydoux et Frédéric Dumas et de Dimitri. C'est un cas plus unique que rare. On dit en Italie, vous le dites en France? Unico che raro. Merci Andrea. Ok, grazie.